à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement passion, plaisir ou alternative de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons si nous pouvons investir dans les sneakers et si les sneakers constituent une classe d'actifs dans lesquels on peut effectivement effectuer des investissements. Pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Jérôme Dédéian, président de Mon Partenaire Patrimoine. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, où nous nous demanderons comment faire de la place financière de Paris une référence pour la transition climatique. Une question que s'est justement posée Yves Perrier, président du conseil d'administration d'Amundi et vice-président de Paris Europlace, à l'occasion de la rédaction d'un rapport remis au ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire. Yves Perrier qui sera dans un instant avec nous pour revenir sur ses propositions et sur le plan d'action proposé par le rapport afin d'atteindre cet objectif. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc comme tous les mardis par Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement, plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence aujourd'hui, on s'intéresse à l'investissement dans les sneakers, dans les chaussures de sport. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que sneakers veut dire, même si le mot sneakers révèle d'une réalité un petit peu plus grande que chaussures de sport, puisqu'il y a un aspect mode ou un aspect tendance qui est induit également par le mot. Pour parler de cette classe d'actifs, si on peut l'appeler comme telle, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jérôme Dédéian, président de Mon Partenaire Patrimoine. Bonjour Jérôme Dédéian. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors aujourd'hui, je le disais en introduction, on parle du marché de l'investissement dans les sneakers. Moi j'ai appelé ça chaussures de sport, on aurait même pu dire souliers de sport, l'appellation plus ma grand-mère. Voilà, exactement, une appellation encore plus ancienne. Est-ce que c'est un marché intéressant pour un épargnant, Jérôme ? Alors, c'est un vrai marché déjà. Pour qu'il y ait une thématique d'investissement alternatif, il faut qu'il y ait un marché. D'accord. Et ce marché existe puisqu'on a une banque d'affaires Cowen & Co américaine très très sérieuse qui nous dit que c'est un marché qui a représenté l'année dernière plus de 2 milliards d'euros d'échanges. Le marché de la basket d'occasion, pour le dire simplement. Bien sûr, oui. Et ils ont une projection que ça va progresser avec un effet générationnel qui met encore des souliers en cuir classiques. On se le demande. Ouais, c'est ça. Et donc, ils projettent qu'à 2030, ça peut être un marché de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Ils disent jusqu'à 30 milliards d'euros. Donc, ça veut dire qu'on a un marché. Et pour qu'il y ait un marché, il faut bien qu'il y ait des gens qui s'y intéressent, de la liquidité et du volume. Et on est clairement en train d'y aller. Alors là, on parle du marché, pas du marché industriel, mais du marché d'investissement, c'est-à-dire de revente de baskets qu'on aurait acheté. Le marché de la collection. D'accord. Oui. Voilà. Et pour s'y intéresser, et pour le faire bien dans ses baskets, si vous me passez la vanne, bien sûr. Il faut évidemment le faire de façon rationnelle en tant qu'épargnant. Comme d'habitude, c'est-à-dire ne pas mettre la totalité de ses avoirs dans sa spéculation sur les sneakers et surtout, comme tous les investissements plaisir. On a parlé sur ce plateau des Lego, ce serait la même chose pour les timbres, les voitures de collection, les montres, etc. Il faut y aller seulement si on s'intéresse à la matière et qu'on développe une compétence. Donc, en fait, on y va comme un collectionneur, même si potentiellement on a derrière une vision d'investissement sur ce type de bien. Exactement. Et il faut y aller éventuellement en s'intéressant au modèle qui pourrait garder une cote ou développer une cote intéressante. Et il y a énormément d'initiatives lancées par les marques qui permettent justement d'animer le marché des sneakers de collection. En fait, la clé, c'est beaucoup ce qu'on appelle les séries limitées, bien sûr. Oui, ou les collaborations, c'est ce qu'on voit aussi. Collaboration, oui. Exactement. Alors, je vous ai pris quelques exemples pour vous montrer pourquoi ça peut être un marché de spéculation pour une partie marginale dans l'épargne, si on aime ce secteur-là. En juillet 2020, une paire de la mythique basket Air Jordan 1 du basketteur, qui avait été portée par lui, ce qui évidemment renchérissait son prix, a été vendue 615 000 $, ça fait plus de 500 000 euros. Et puis il y a eu début 2022, là on est vraiment hier, la maison de vente Sotheby's, vous savez, très très grande maison de vente aux enchères, qui a organisé la vente d'une série limitée de 200 paires de Nike Air Force One, mais un modèle spécifique dessiné en collaboration avec le directeur artistique de Louis Vuitton, Virgil Abloh, qui était mort en novembre 2021. D'accord. Bilan, 25 millions de $, c'est-à-dire 125 000 euros la paire en moyenne, on commence quand même à parler d'argent. Mais ce qui est très amusant, c'est que les modèles de taille 9 les plus portés, c'est là où il y a plus de gens qui ont des pieds de taille 9 que des pieds de taille 12, se sont vendus beaucoup plus cher. Et ce qui était très intéressant aussi, c'est que 3/4 des acheteurs avaient moins de 40 ans.
hein. Et donc il y a bien une tendance qui va s'accélérer avec les plus jeunes générations qui s'intéressent à ce marché-là, tout simplement parce qu'ils les portent et qu'ils suivent la mode des sneakers. Donc il y a les sneakers, il y a la collaboration, il y a aussi l'histoire derrière, là, si elles ont été portées par Michael Jordan ou si elles ont été dessinées par un designer ou un autre. Juste une question, là quand on voit qu'une maison de vente aux enchères comme Sotheby's commence à s'intéresser à ce marché, ça veut dire qu'on voit émerger des experts sneakers par exemple, qui savent les analyser, leur donner une cote. Évidemment, alors moi ça m'arrive évidemment de porter des baskets, hein, très souvent même, mais je ne suis pas un expert et donc je ne m'intéresse pas à titre personnel comme collectionneur à ce marché-là. En revanche, j'ai dans l'équipe de mon partenaire Patrimoine un expert beaucoup plus jeune que moi qui s'appelle Yaniv, qui est notre expert S-Sneakers. Tout ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est lui qui a fait ses recherches, etc. Et il est capable d'aller chercher des paires à leur lancement sur les applications des marques ou sur des sites de revente et il décide où est-ce qu'il va mettre une partie de ses économies et il fait parfois de bonnes affaires. Mais vous le disiez vous-même, vous portez des sneakers, mais pour autant vous n'êtes pas expert. Ça veut dire que on peut imaginer avoir dans sa garde-robe en fait une paire de sneakers qui vaut plus que ce qu'elle ce qui vaut plus aujourd'hui que ce qu'elle valait à l'achat, ou non, c'est vraiment pour quelques modèles de collection avec des collaborations. En fait, vous avez pu acheter presque par inadvertance une paire de sneakers qui vaut aujourd'hui de l'argent parce qu'elle vous plaisait, la couleur, le design, et que vous êtes tombé par hasard dans la boutique ou sur le site spécialisé de la marque que vous visiez. Vous êtes tombé sur la paire, vous l'avez peut-être un petit peu portée, peut-être est-elle encore en bon état, peut-être même avez-vous gardé la boîte, ça c'est très important, évidemment animer le marché d'occasion. Vous avez vérifié que ce n'était pas une contrefaçon, on va en parler, parce que comme tout marché qui se développe avec des enjeux financiers, il faut faire attention. Et dans ce cas-là, si vous la ressortez de votre placard et que vous vous dites en fait je préfère l'avoir en dollars sur mon compte en banque ou en euros sur mon compte en banque plutôt que de la porter, elle vaut peut-être quelque chose. On a un client l'autre jour qui, sur les conseils de notre Yaniv, a découvert qu'il avait une paire qui valait plusieurs milliers d'euros. Mais qui, j'imagine, n'avait pas acheté. Il l'avait pas acheté. Il l'avait pas acheté pour ça. Oui, non, mais surtout, il n'avait pas acheté de manière lambda une paire dont il avait besoin. C'était plus déjà en fait une sorte d'achat passion. C'était un client qui cherchait une marque précise et dans les modèles disponibles à ce moment-là, il y avait une basket qui lui a plu. Il l'a achetée et en fait, on l'a retrouvée dans son placard et elle valait quelque chose sur le marché secondaire. Alors, si jamais on est épargnant et qu'on veut se lancer dans ce type d'investissement, Jérôme Dédéian, si on veut investir, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête sur le fonctionnement du marché? Alors en fait, c'est du travail, comme tout investissement. Alors, premièrement, il ne faut pas y aller si on ne s'intéresse pas à la matière. D'accord. Si vous aimez les sneakers, allez-y, faites-vous plaisir, etc. Mais n'y allez pas si votre truc, c'est les Lego, les timbres ou les voitures de collection. Ça, c'est la première. Restez dans ce qui vous plaît. Exactement. La deuxième chose, c'est évidemment d'appliquer, comme sur toute classe d'actifs, et là c'est une classe d'actifs alternative un peu particulière, les bonnes règles de base de la gestion de son épargne. Qu'est-ce que c'est? C'est premièrement n'y consacrer qu'une partie marginale de son épargne. Ne mettez pas toute votre fortune, ne jouez pas votre retraite sur le marché des sneakers, il est très volatile. Et donc il faut évidemment avoir une allocation core de portefeuille adaptée au cycle, avec des grandes classes d'actifs liquides. Et puis pour la partie marginale que vous voulez bien mettre dans l'investissement plaisir, si ce sont les sneakers qui vous intéressent, amusez-vous avec les sneakers. Ça c'est la première chose. Bien sûr. Ensuite, deuxième règle de base, investissez régulièrement. Plutôt que de viser justement la Air Force One portée par Michael Jordan aux enchères à 600 000 $, surtout, essayez de vous intéresser à toutes les marques en vue, celles qui émergent et puis des plus classiques, et faites-vous une allocation d'actifs de sneakers en guettant des modèles au moment de leur sortie avec des collaborations intéressantes. Alors évidemment, celle qui marche le mieux, c'est les collaborations avec des artistes, des rappeurs, des directeurs artistiques de maisons de luxe. Tout ça, c'est très animé. Et vous en choisissez quelques-unes quand vous pouvez y avoir accès et vous vous faites une petite allocation. Et puis surtout, vous essayez évidemment de les garder dans le meilleur état possible. Portez-les si ça vous fait plaisir, mais c'est sûr qu'une paire que vous avez stockée dans votre placard, dans sa boîte d'origine, vaudra plus cher à la revente qu'une paire que vous avez usée jusqu'à la corde. Une paire portée perd automatiquement de la valeur? Oui, elle perd de la valeur, sauf si évidemment vous êtes une superstar. D'accord, et là vous en faites gagner. Voilà, exactement, mais ça n'est pas le cas de tout le monde. Et puis, il y a un point qui est très important, je disais il y a des enjeux financiers, on parle d'un marché de plus de 2 milliards d'euros aujourd'hui, projeté à 30 milliards par Cohen & Co. Évidemment, chaque fois qu'il y a des enjeux financiers sur un marché plus ou moins organisé, eh bien, il y a des risques. Bien sûr. Ces risques sont extrêmement importants et vous pouvez vous faire avoir. Et donc, quand vous décidez d'investir dans des sneakers, pour ne pas D'où le fait de s'y connaître finalement, voilà, ou de s'y intéresser de manière régulière. Exactement. Et donc, il y a en fait deux grands types de fraudes qu'on a pu détecter. La première, c'est les fausses annonces de vente. Ça, c'est assez classique. Et donc, vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il a une paire que vous convoitez qui est à vendre. En fait, il ne l'a pas. D'accord. Il va vous demander, et si vous êtes crédule, vous vous faites avoir, de virer les sous
avant de vous livrer et vous ne serez jamais livré. Il y a des arnaques comme ça, notamment sur des vins de collection. Bien sûr, vous font croire qu'ils ont le stock et ils ne l'ont pas. Donc surtout, faites très attention à ce qu'on appelle aux credentials, au référencement de vos vendeurs, savoir s'ils sont bien notés et si vous pouvez leur faire confiance, et passer plutôt par des plateformes qui sont des plateformes pas trop louches. Qui ont pignon sur rue. Mais ça Exactement. existe des plateformes de sneakers aujourd'hui qui permettent de faire de l'investissement justement ou de la revente? Alors absolument, vous avez des plateformes spécialisées, vous pouvez les trouver assez facilement, et puis vous avez bien entendu les plateformes phares de la vente de vêtements d'occasion, Vinted, etc. Bien sûr, ça marche très bien. Et puis vous avez un moyen de vous procurer les paires à leur sortie, notamment les paires en série limitée en collaboration, qui sont les plateformes spécifiques ou les applications spécifiques des marques. D'accord. Parce qu'au fait, au départ, les marques, elles disaient « je lance dans mes magasins en donnant des allocations à leurs magasins monde entier », mais il y avait des émeutes. Bah oui, mais on a vu des reportages dessus, effectivement. Ils les revendaient de rue plus loin, 2-3 fois le prix. Exactement. Et puis vraiment, c'était compliqué de faire la queue pendant des trucs. Et donc, en fait, vous vous inscrivez sur les applications spécialisées des marques. La plus célèbre, c'est celle de Nike, qui s'appelle SNKRS. C'est en fait sneakers sans les voyelles. D'accord, c'est simple à retenir. Et vous pouvez vous inscrire en pré-sortie. Et puis, si vous êtes tiré au sort, vous avez la chance de récupérer une paire pour le prix d'émission. Et à ce moment-là, vous pouvez la stocker et espérer la revendre. Et je voulais parler de la deuxième type de fraude. Bien sûr, nos auditeurs, c'est très important. C'est la contrefaçon. En fait, il y a un enjeu extrêmement important de contrefaçon. Il y a des gens qui font fabriquer des répliques assez bien faites de paires cotées et qui vous font croire que ce sont des vrais et vous êtes livré d'une contrefaçon. Donc là aussi, c'est important. Et si les enjeux sont vraiment, si vous visez l'Air Jordan 1 à plusieurs centaines de milliers de dollars, c'est exactement comme tout marché de l'art, y compris si vous achetez de la peinture digitale. Faites appel à un expert ou en tout cas, il faut faire appel à un expert pour vérifier que ce qu'on vous vend est de la bonne cam. Mais il faut voir la paire avant de l'acheter à ce niveau d'enjeu-là, évidemment. Une dernière question sur, j'allais parler de panier moyen, mais peut-être plus parler de ticket d'entrée. Est-ce que combien est-ce qu'il faut être prêt à investir pour rentrer sur ce marché-là? On peut, avec quelques dizaines d'euros, on peut commencer. Il y a un exemple assez emblématique. Il y a 1 an et demi, Lidl avait sorti un sneakers Lidl. Bien sûr, qui a été vendu 12 euros dans les boutiques Lidl. Et quelques semaines plus tard, il s'est changé à 2000 euros sur les plateformes spécialisées. Donc on peut commencer à quelques dizaines d'euros. Je dirais que pour pouvoir diversifier, vous inscrire sur les sites, être tiré au sort suffisamment et avoir un petit portefeuille de sneakers, il faut quand même démarrer quelques centaines d'euros. Moi, je veux dire 1000 euros, c'est parfait. Là, vous pouvez vraiment commencer à vous amuser. Et alors, vous avez donné l'exemple Lidl, qui est un exemple parfait du risque aussi des tendances ou des modes, effectivement, puisque c'était vendu à 2000 euros quelques jours après. Et puis, quand Lidl a sorti sa deuxième collection, pour le coup, la mode était un petit peu passée. Alors, exactement. Et ça, c'est un risque. Donc, c'est un marché hautement spéculatif, évidemment. Donc, vraiment, on fait ça pour se faire plaisir. On ne fait pas ça pour préparer sa retraite, c'est évident. Il y a un autre enjeu qui est souvent, quand une paire a très bien marché et qu'elle était en série limitée, les marques font ce qu'on appelle un restock, c'est-à-dire qu'ils la rééditent. Alors, la réédition permet de remettre de la liquidité sur le marché et du volume, mais évidemment, il fait baisser le prix. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Merci beaucoup, Jérôme Dédéian. Je rappelle que vous êtes président de Mon Partenaire Patrimoine. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons nous poser une question: comment faire de la place financière de Paris une référence pour la transition climatique? Une question que nous allons poser à Yves Perrier, président du conseil d'administration d'Amundi et vice-président de Paris Europlace. Bonjour Yves Perrier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on va se poser la question de savoir comment faire de la place financière de Paris une référence pour la transition climatique, une question qui n'est pas anodine puisque c'est la question que vous vous êtes posée dans un rapport que vous avez remis au ministre de l'économie et des finances en mars 2022 avec donc cette question centrale de garder finalement cette avance que peut avoir la place financière de Paris, ou en tout cas cette vision de référence que peut avoir la place financière de Paris pour la transition climatique. Première question déjà, pour commencer, on parle de transition climatique aujourd'hui. On ne parle pas de transition du capitalisme, en tout cas d'investissement ESG, mais vraiment sur un focus climatique. C'est l'objet du rapport. Tout à fait. Le but de ce rapport, en effet, c'était de faire le bilan de ce qui a été fait sur la place et qui est tout à fait remarquable. Et d'amplifier l'action de la place. Alors, vous dites pour être la référence, c'est surtout pour contribuer à cet immense défi qui est la transition énergétique. D'accord. Je crois que là, il faut prendre cette affaire pour ce qu'elle est. C'est une révolution industrielle considérable. Révolution industrielle, pourquoi? Parce qu'il s'agit de modifier l'offre d'énergie
aujourd'hui, dans le monde, 80% de l'énergie est fossile, 20% non fossile, renouvelable, nucléaire. Et pour atteindre cet objectif de net zéro 2050, il faut grosso modo inverser. Il faut passer à 80% de non fossiles. C'est une action prométhéenne. Mais il faut aussi modifier les produits. C'est la voiture électrique versus la voiture à moteur thermique. Il faut modifier les modes de fabrication. On fabriquera toujours du ciment, de l'acier, mais on ne le fabriquera pas de la même façon. Et il faut modifier les chaînes de valeur. Et donc, la finance a un rôle majeur à jouer pour accompagner cette transition. Et alors, quand on regarde un petit peu les recommandations qui sont faites dans le rapport ou le plan d'action, la première recommandation qui est mise en avant, c'est de s'appuyer sur la comptabilité CO2, de la rendre presque contraignante et de suivre 7 indicateurs particulièrement. Donc, on n'est pas dans des logiques d'exclusion d'énergie fossile ou autre, mais vraiment d'aller regarder au sein des entreprises combien elles émettent, de quantifier ce CO2 émis et ensuite de driver les investissements en fonction de ce critère. J'ai dit que c'était une révolution industrielle et c'est une révolution industrielle qui engendre une nouvelle économie politique. Qu'est-ce que j'entends par là? Pour réussir la transition énergétique, il va falloir que s'alignent 3 acteurs dans leurs actions. Le premier sont les États qui doivent rehausser leur politique publique. Les États interviennent par les politiques publiques, quelle politique de l'énergie, des transports, par la fiscalité, par la norme. Les entreprises qui doivent gérer quelque chose de nouveau, cette externalité qu'est le CO2. Au fond, une entreprise, jusqu'à maintenant, gérait une ressource rare qui était le cash. Et ce cash, elle décide de l'investir ou elle pense avoir le même couple rendement. Aujourd'hui, elle doit gérer une nouvelle ressource rare qui est son budget de CO2. Et le troisième acteur... Et un budget de CO2 qui ne rentre pas dans un sujet de rentabilité pour l'entreprise. C'est là aussi où ça change pas mal de choses. Exactement. Et le troisième acteur, c'est le système financier. Le système financier, il gère une ressource rare qui sont les fonds propres. Eh bien, demain, il devra gérer une ressource rare, ou plus exactement aujourd'hui, qui est le CO2 incorporé dans les portefeuilles de crédit ou d'obligations qui financent ces entreprises. Et donc la base, c'est de compter le CO2. D'accord. Si parce que si on veut piloter cette affaire, eh bien, c'est comme ça, il faut la compter. Et ça, c'est tout le sujet de la mise en place du reporting extra-financier qui devrait intervenir l'année prochaine, soit par des normes européennes, soit éventuellement par des normes internationales qui sont également en cours de transformation. Il faut le compter pour pouvoir le manager. Parce que justement... De la même façon qu'on compte le cash pour manager le cash. Et alors justement, parce que l'analogie avec le cash est très parlante, c'est-à-dire que où qu'on soit dans le monde, on compte le cash de la même manière. La question, ça va être comment est-ce qu'on compte le CO2 de la même manière pour avoir des choses comparables et des investissements comparables. Exactement. Et alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, si vous voulez, mais on parle, si vous voulez, du scope 1, scope 2, scope 3, c'est-à-dire les émissions directes et les émissions qu'on génère en aval. Bien sûr. Et il faut que par secteur d'activité, on ait une façon de compter l'impact qui soit comparable. Et c'est pour ça que dans mes recommandations, j'indique qu'il faut mettre en place cette comptabilité CO2 en la faisant filière professionnelle par filière professionnelle. Est-ce que ça doit devenir quelque chose de contraignant, d'imposer justement par le politique et par les politiques publiques le fait de prendre en compte cette comptabilité CO2 systématiquement dans les investissements? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en France, c'est déjà un peu contraignant. Bien sûr. Il y a une normalisation. La normalisation européenne va le rendre contraignant. Et la demande aussi des investisseurs va accélérer en fait cette mise en œuvre. Vous savez, sur cette affaire, je fais souvent un parallèle avec ce qui s'est passé quand il y a eu la mise en place des marchés financiers. C'est dans les années 70. Nous avions déjà une comptabilité. Bien sûr, ça existait déjà. Oui. Depuis Luca Pacioli. Mais qu'est-ce qui a été fait? Il s'est défini un modèle de compréhension financière de l'entreprise.
des gens ont publié. C'était, peut-être vous avez étudié sur ce bouquin, le Vernimen, Bien sûr, oui. qui définissent le modèle d'analyse financière. Puis, on a défini des standards d'analyse financière qui sont utilisés par les analystes de crédit des banques, par les analystes financiers equity du brokerage, etc. C'est-à-dire tout un référentiel. Eh bien, on a à faire exactement la même chose pour la question du CO2. Donc, on est à un moment, si vous voulez, qui est parallèle à ces années 70 où nous devons, mais il faut le faire très rapidement, bâtir le système comptable et le système d'analyse qui va permettre, au fond, de créer cette discipline de marché, si vous voulez, qui existe en matière d'analyse financière traditionnelle. Et alors, je reviens sur la question centrale qui était de faire de la place financière de Paris une référence et donc du coup de regarder ça d'un point de vue parisien. Est-ce que si l'influence européenne pèse plus qu'une influence américaine, par exemple, sur cette comptabilité, cette normalisation d'une comptabilité CO2, ça pourrait devenir un avantage ou un inconvénient pour les investisseurs européens? Si vous voulez, le but, c'est pas de faire des normes parisiennes. Bien sûr, oui. C'est d'être en pointe, d'être des fers de lance dans la conception de ce nouveau système normatif et encore plus dans sa mise en œuvre. Je prenais souvent cette image en disant le but n'est pas d'être dans cette affaire du climat les mieux-disants, mais d'être les mieux-faisants. Et donc, il faut concevoir, il faut proposer, et ce qui permet de peser, d'une part, dans la construction des normes au niveau européen, puisque c'est bien là qu'elles vont se faire, mais aussi au niveau international, puisque, comme vous le savez, le système financier est d'abord un système dominé par le monde américain. Il y a des coalitions internationales, des asset managers, des banques, des asset owners qui travaillent aussi sur ces questions. Alors, sur justement l'urgence climatique et sur cette transition climatique, vous proposez, vous, la création d'un label climatique en France. En tout cas, c'est ce que propose, propose le rapport. Dans un environnement où on a déjà un label ISR qui est en train de se réformer, qui va s'adapter à une taxonomie verte européenne, un label Greenfin qui, lui, va chercher sa place dans ce nouvel écosystème. Où est-ce que vous voyez ce label climatique? Est-ce qu'il doit être complètement indépendant du reste? Est-ce qu'il aura sa place dans un écosystème de labels? Est-ce qu'il a vocation peut-être à remplacer ce qui existe ou à mettre l'accent plus précisément sur le sujet climat? D'abord, si vous voulez, quel est l'objectif? L'objectif, c'est que l'épargne soit drainée maximum vers le financement de ces investissements de la transition énergétique. Il faut avoir conscience que ces investissements sont considérables. Au seul niveau européen, on évalue à 11 trillions d'euros le montant des investissements à faire d'ici 2030. Vous voyez, on parle des problèmes énergétiques. En France, on va relancer le programme nucléaire. Ce sont des investissements considérables. Face à ces investissements, il faut des ressources. Ces ressources doivent venir de l'épargne. Mais il faut aussi pour ça que l'épargnant, en fait, finalement, quand il met son épargne, il a une garantie, qui est une garantie que ça va bien être dédié à cette question de la transition énergétique. D'accord, ce que ne remplit pas un label ISR, par exemple. Je pense que, si vous voulez, il y a deux questions différentes et aujourd'hui, il y a une certaine confusion. Il y a la question ESG, ou ce qu'on appelle l'investissement responsable. Au fond, cette question, elle correspond à la mutation d'un capitalisme qui avait principalement pour objectif la valorisation du capital pour les actionnaires, c'est la doctrine friedmanienne, à un capitalisme des parties prenantes, c'est-à-dire qui se donne comme objectif de répondre aux questions de la société. Cette mutation du capitalisme, elle est nécessaire pour la transition énergétique. Mais la transition énergétique, c'est quelque chose de bien spécifique. C'est un dossier industriel, c'est un dossier qui nécessite une nouvelle économie, c'est mesurable, c'est quantifiable, et on a besoin pour ça
de ce label en fait spécifique. Et c'est pour ça que je le propose, si vous voulez, et aussi avec une autre raison, c'est que voyez-vous, autant on peut quantifier, objectiviser la question du climat, quand vous êtes dans les questions sociales, voire dans certains cas de gouvernance, ça renvoie souvent à des spécificités nationales, modèles culturels, et c'est beaucoup plus difficile à prétendre à la normalisation. Une dernière question, Yves Perrier, quand on parle de transition énergétique, on entend beaucoup de voix dans les médias nous parler de sortie complète des énergies fossiles, d'application de thématiques d'exclusion. Vous, ce que vous prenez dans le rapport, c'est d'investissement vert ou d'investissement pour transformer le brun en vert, ou alors de désinvestissement dans le brun lorsqu'il ne peut pas se transformer. Là, on est plus dans une idée d'accompagnement que d'exclusion des investissements. C'est selon vous la façon dont il faut procéder pour aller vers cette transition énergétique? Enfin, si vous voulez, c'est juste une question de bon sens. Si vous partir des réalités, je vous ai dit au début, 80% de l'énergie dans le monde est aujourd'hui fossile. Donc, c'est le plus compliqué, c'est pas de sortir des énergies fossiles, c'est d'avoir des sources d'énergie alternatives, ou c'est de réduire la consommation d'énergie. Donc, c'est une transformation profonde, il faut des investissements, il faut du temps, il faut accompagner des mutations sociales. Et bien entendu, l'enjeu, c'est pas de mettre l'argent sur ce qui est déjà vert aujourd'hui, qui souvent d'ailleurs n'a pas besoin et ça crée des bulles. Qui est déjà financé, vous voulez dire, oui. Mais c'est de mettre l'argent sur le brun pour qu'il devienne vert. Je vais prendre un exemple. Dans l'industrie automobile, tout le monde doit passer à la voiture électrique. Est-ce qu'il faut mettre les capitaux sur Tesla, qui d'ailleurs n'en a pas besoin, qui est à 100% électrique, ou sur Volkswagen ou Stellantis ou Renault, qui sont à 15% seulement électriques, pour qu'ils deviennent à 100%? Posant la question, on a la réponse. C'est juste du bon sens. Donc si je comprends bien, il faut garder la tête froide finalement à un discours finalement de blame and shame vis-à-vis de certaines entreprises, et de dire, plutôt que d'en sortir, accompagnons-les vers une transition énergétique. Mais oui, parce que le but de guerre, il est très simple. C'est réduire les émissions de CO2. Et il faut que toutes les entreprises le fassent. Et il faut le faire d'autant plus sur celles qui sont fortement émettrices de CO2. De même qu'il faut se poser la question par moment sur les pays sur lesquels il faut mettre d'abord les investissements. Vous savez, l'Europe, c'est 8% des émissions mondiales. La Chine, l'Inde et les États-Unis, c'est plus de 50% des émissions mondiales. Est-ce qu'il vaut mieux mettre 1 milliard pour investir en Inde pour qu'ils sortent des centrales à charbon, hein, leur énergie est profondément carbonée, ou 1 milliard chez nous pour gagner Epsilon? C'est une vraie question. Eh ben, ce sera la question avec laquelle nous conclurons cette interview. Merci beaucoup Yves Perrier. Je rappelle que vous êtes président du conseil d'administration d'Amundi et vice-président de Paris Europlace. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.